Bonjour à tous, merci d'être venus, si nombreux pour parler d'Ionic. Donc on va vous parler du développement hybride mobile, mais de façon fun. Je vous promets que ça va être rigolo, que ça va pas être galère et que ça va se faire tout seul. Alors, qui sommes-nous? Donc moi je suis Audrey, je suis développeur back-end, j'y tiens. Donc normalement je suis le genre de personne qui ne fait du front que sous la menace. Hein, genre avec un gros gourdin, tu vas faire du front, là bon ok j'y vais. Mais il y a quelques mois, j'ai fait une boulette, j'ai rejoint une start-up. Puis on m'a dit, bah, cocotte, t'es un peu le seul développeur, donc tu vas faire du front. Et tu vas faire l'appli mobile. Donc je me suis mise à Ionic et bizarrement, j'ai vraiment aimé ça. Vraiment, vraiment. Donc moi c'est Stéphanie, je suis plutôt développeur front, je me suis mise au développement mobile depuis peu. Pareil, j'ai rejoint une start-up qui s'appelle Bisensory, qui fait du développement mobile un peu fun. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Et donc voilà, donc je me suis mise, je connaissais beaucoup le développement web, puis on m'a dit que faire de l'Ionic c'était pas mal quand tu étais développeur web. Alors, développement mobile hybride, vous le savez, il y a déjà des choses qui existent, donc pourquoi Ionic, pourquoi un nouveau framework pour faire ça? On va commencer par refaire un petit état des lieux, parce que je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec les notions de développement hybride. Voilà. Donc le problème, lequel est-il? Vous le connaissez certainement, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il y a énormément de plateformes, qu'avoir une appli mobile native, ça devient un petit peu incontournable. Hein. Ça va dépendre évidemment de votre cœur d'activité, mais vous ne pouvez pas vraiment vous contenter d'avoir un site web mobile. Le problème, c'est que trouver un développeur iOS, et puis un développeur Android, puis un développeur Windows Phone, et ainsi de suite, ça va être compliqué, ça va être très cher, ça va prendre beaucoup de temps. Et donc, forcément, il a fallu trouver une solution. Donc c'est pour ça, il y a eu toute la stack qui reposait sur le HTML5, JavaScript, CSS pour toute la partie WebView. Alors voilà, le WebView, c'est ce qui va nous sauver la vie parce que finalement, c'est un browser classique, mais qui va être embarqué dans une application native. Ça veut dire que votre application, elle est vraiment adaptée pour la plateforme sur laquelle elle va être développée, mais en même temps, c'est du web. Donc le plus connu de ces outils-là pour la partie interface, c'était PhoneGap, qui s'appuyait sur Apache Cordova pour tout ce qui était accès au matériel et aux devices. Et Trigger.io, qui était une autre bibliothèque JavaScript qui permettait aussi de faire ce genre de développement. Et donc, vous allez me dire, alors ok, il y a déjà 3 solutions qui existent, pourquoi une nouvelle? En fait, les créateurs d'Ionic ont fait un constat très simple, c'est que certes, un développeur lambda peut maintenant facilement faire du développement mobile, mais il est toujours pas très bon en design pour autant. C'est pas très sexy. Enfin, voilà, vous connaissez le problème, vous l'avez déjà eu sur vos sites web, et c'est pareil en mobile. Et donc, en fait, eux, leur idée, il y a un truc qu'ils aimaient beaucoup dans Twitter Bootstrap, c'est le fait que très simplement, très facilement, on avait un design qui était propre, qui fonctionnait sur toutes les plateformes, etc. Il y avait d'autres choses qu'ils aimaient bien, c'était le côté les best practices et la documentation. Parce que c'est extrêmement documenté, on va vraiment pousser les recommandations au maximum. Et donc, ils ont voulu reprendre ça. Et ils se sont dit, bon ben voilà, il y a quelque chose qui marche très très bien pour la partie mobile hybride, c'est Apache Cordova. Et il y a quelque chose qui marche très très bien côté front, qui a l'air quand même plutôt simple, parce que tout le monde accroche et tout le monde s'y met, c'est Angular. Et effectivement, ça respecte les standards du web en plus. Donc, ils ont décidé de matcher les deux. Bon, normalement, dans une application mobile, on reste quand même chacun son rôle. On a toute la partie de la WebView qui vous permet en fait de définir toute l'interface ainsi que les actions que vous allez avoir derrière. Donc, on va fonctionner encore par couche. Donc, il y aura toute la partie HTML, CSS et JavaScript. Ensuite, il y aura la surcouche Ionic qui va venir aussi avec beaucoup de choses. On a tendance à dire que c'est façon Twitter Bootstrap. Donc, vous arrivez quand même avec un framework complet qui s'appuie sur lui-même sur AngularJS. Et on interface tout ça via Cordova pour ensuite générer une application que vous pourrez déployer sur vos téléphones, sur vos mobiles, sur vos tablettes, enfin bon, sur tout ce que vous voulez qui contient un OS supporté par Cordova. Et il y en a beaucoup.
Alors, donc un environnement qui est déjà assez complet, on va passer sur une petite démo. Ouais. Donc évidemment, Ionic arrive avec une command line interface qui elle-même est basée sur Cordova. Donc le truc qui est assez pratique, c'est que si vous avez l'habitude d'utiliser Cordova et que par exemple pour tout ce qui est plugin, tout ça, vous avez vos commandes que vous avez l'habitude d'utiliser, vous pouvez les reprendre. Et puis voilà, donc on va voir tout de suite. Il y a vraiment beaucoup d'options disponibles. Vous allez pouvoir gérer le cycle de vie complet de votre projet avec votre CLI. Donc là, vous avez toutes les infos. Je te laisse. Donc là, je vous ai listé en fait les infos de mon projet Ionic que j'ai construit. Donc en tapant la commande Ionic Info, vous connaissez donc la version de Cordova qui est installée sur votre machine, votre version de Gulp, la version d'Ionic, qui est faire attention parce que surtout la command line évolue rapidement. Ouais. Hier soir, j'ai encore eu une nouvelle mise à jour, donc on est passé à la 1.7.8. Ainsi que là, comme je suis sur un Mac, on voit que j'ai les différentes versions. On peut lire la version d'Xcode ou la version du iOS Deploy et iOS Sim. On ne voit pas, mais normalement, j'ai configuré aussi Android sur ma machine. Donc normalement, on pourrait aussi lister sur d'autres postes la version d'Android. Si vous faites la même chose sur un poste sous Linux, vous n'aurez pas toute la partie iOS, OS. Si vous aurez OS et ça sera marqué Linux ou Ubuntu. Vous aurez la version de Node pareil, mais certaines lignes que vous ne verrez pas, mais vous verrez d'autres lignes expliquant en fait les informations de votre machine. Et alors, donc voilà, ça c'est l'accueil du CLI, je vous disais avec toutes les commandes, mais je vous rassure, si parmi vous, certains sont allergiques à la ligne de commande, ça arrive. S'il y en a qui travaillent sur Windows, ça arrive aussi, je compatis. Il y a une application qui s'appelle donc Ionic Lab, qui est qui est téléchargeable, dispo pour iOS, Windows et Linux. J'ai pas très bien compris l'intérêt, mais enfin bon, ils l'ont fait. Pourquoi pas, si vous avez envie d'essayer. Et là, vous aurez exactement, je ne sais pas si vous voyez bien, mais vous avez vraiment exactement les mêmes commandes que vous avez dans le CLI. Vous allez pouvoir gérer tout le cycle de vie de votre projet, builder, packager, etc. Alors. Ensuite. Donc, on part quand même sur des choses existantes, sur un peu façon Twitter Bootstrap. Donc, on a aussi tout ce qui est gestion des dépendances. Comme vous avez vu tout à l'heure, quand j'ai fait Ionic Info, on voit la ligne Node. Donc en fait, l'installation de Ionic et de Cordova s'appuie sur le Node Package Manager, donc NPM, pour gérer toutes les dépendances vraiment au niveau Ionic Cordova et même les plugins après pour Cordova. De même, vous pouvez aussi utiliser vos librairies JavaScript que vous avez l'habitude en utilisant Bower pour votre gestion de dépendances. C'est vraiment... vous retrouvez quand même vraiment beaucoup de bibliothèques, vous pouvez les intégrer directement. C'est-à-dire, moi personnellement, j'utilise JSZip. Donc c'est pour gérer tout ce qui est zip, les fichiers zip, voire même pour lire de l'EPUB. Donc ça me permet vraiment d'aller voir ce qu'il y a dans mon fichier zip sans forcément le dézipper complètement. Ça fait gagner de la place. Donc vraiment c'est pratique de pouvoir réutiliser des librairies JavaScript que vous avez l'habitude d'utiliser. De la même façon, si vous avez l'habitude de travailler avec Gulp pour automatiser certaines tâches, ou avec SAS, qui est un préprocesseur CSS, donc il faut savoir d'ailleurs que Ionic est basé, le corps CSS d'Ionic est basé sur SAS, vous pouvez tout à fait le faire, c'est prévu pour, ça fonctionne très très bien. Alors, on va vous montrer rapidement comment on démarre un projet, parce qu'on démarre un projet très très vite avec Ionic, et ça, c'est assez tripant. Alors, il y a un truc qui est sympa, c'est qu'ils nous ont mis à dispo un certain nombre de templates qui vont nous permettre de partir soit sur un projet vraiment juste une structure vide, soit d'avoir des exemples un petit peu plus poussés. Donc là, si on fait Ionic Templates, on voit la liste, vous avez une brève description, et on vous a mis une petite capture d'écran pour que vous ayez une idée de ce à quoi ça ressemble. Donc vous voyez, vous avez des exemples comme déjà avec un side menu, avec des tabs, des boutons tab en bas, etc. Donc c'est très 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 pratique quand on démarre, ça permet de comprendre rapidement comment fonctionne un projet Ionic. Donc de la même façon, en fait, quand vous utilisez la commande Ionic Start et n'importe quel template, ça va vous construire le corps de votre projet. Donc soit un projet déjà bien avancé si vous utilisez le side menu ou le tab ou d'autres comme Salesforce et Map, ou alors un projet vide. Mais vous retrouverez toujours les répertoires identiques. C'est-à-dire que là, on voit le répertoire le plus important, c'est le WW. C'est vraiment là où vous allez avoir le corps de votre projet, le corps de votre application. C'est là que vous allez construire vos pages,
comme c'est de la WebView, c'est de la page HTML. Vous retrouvez aussi tout ce qui est style avec les CSS, les images, enfin bon, tout ce que vous allez avoir besoin. Après, vous allez retrouver ce qu'on ajoute pour... disons que là, c'est plus après, on va construire l'application en elle-même, mais l'application en tant que telle, c'est-à-dire l'application que vous allez trouver sur vos mobiles. Donc on va rajouter les plateformes qui seront stockées dans le répertoire plateforme. De même, si vous avez besoin de plugins connexes, vous les trouverez dans les répertoires connexes. Si vous avez besoin d'autres ressources, par exemple des icônes, du moins l'icône de votre application ou le splash screen de démarrage de votre application, vous le retrouverez dans ressources. Donc vous allez retrouver quand même beaucoup de choses. Ensuite, la chose dont je ne vous ai pas parlé, un des fichiers importants, c'est le fichier config.xml. C'est là que vous allez définir aussi vers quelle plateforme vous allez vous connecter. C'est-à-dire, c'est là où vous allez définir si vous figez l'orientation en portrait paysage, si vous la laissez faire en fonction de l'orientation qu'on donne au téléphone, la durée de votre splash screen et diverses choses et variées. C'est vraiment dans ce fichier-là que vous allez configurer beaucoup de choses. Donc pour démarrer très rapidement, notamment Ionic va apporter un tas de services qui vont nous permettre de gérer facilement tout un tas de composants qui vont être assez essentiels. Donc, par exemple, là, on vous a montré une modale parce que c'est assez pratique, c'est vrai, dans les applis mobiles, souvent vous allez avoir besoin d'une modale pour afficher une info à l'utilisateur, éventuellement lui demander d'interagir avec, lui mettre des boutons, etc. Et donc très simplement, vous voyez, on importe, donc voilà, si vous connaissez Angular, là vous n'êtes pas du tout perdu, vous voyez bien que c'est une déclaration de contrôleur Angular classique, et je lui dis simplement, bah voilà, tu vas utiliser le service Ionic modal, et puis je vais lui expliquer, donc voilà, tu vas trouver ton template ici, tu vas t'arrêter en faisant ça, etc. Donc, on a déjà en fait en main tout ce qui va être nécessaire pour avoir un rendu graphique intéressant rapidement. Tout ce qui est pop-up, loading, les petits écrans de chargement, les choses comme ça. De la même façon, comme on vous disait, ça s'appuie quand même, ça fait penser beaucoup à Twitter Bootstrap, donc on va avoir des composants prédéfinis. Typiquement, les menus sont déjà définis, du moins, on a un composant pour les menus, et on a menu, on a des composants pour des boutons, pour utiliser des navbars, des barres de titres, pour utiliser des fonctions de recherche aussi, là on ne l'a pas mis, mais on a beaucoup de choses qui sont déjà prédéfinies. De même, la modale de tout à l'heure, c'est aussi un composant. On retrouve le service qui permet de l'implémenter, mais on a aussi le composant qui permet de le construire. On n'est pas obligé d'écrire tout d'un bout à l'autre. Donc ça, on gagne quand même beaucoup de temps de développement. Et puis, pour finir, ils ont vraiment pensé à tout, puisque donc le CSS est lui aussi vraiment... ils nous ont réellement mâché le travail. On a énormément de composants CSS déjà prêts, de classes CSS qu'on peut utiliser. Donc là, vous avez un exemple qui est tiré de la doc, parce que la doc est vraiment très bonne, elle est très complète. Et donc là, par exemple, c'est une image de card, puisque vous le savez, c'est un petit peu le nouveau truc à la mode, il faut des cartes partout. Donc on a un composant card et on va avoir les classes CSS qui vont bien avec, et donc on va avoir des items avatars par exemple pour avoir le petit avatar rond que vous voyez là à gauche, et que franchement j'ai pas du tout envie de me casser la tête à deviner en CSS comment on fait. Parce que je suis toujours allergique au CSS quand même, hein, ça n'a pas changé. Bon, et ben voilà, vous pouvez le faire très facilement, vous avez beaucoup d'exemples, donc c'est même ludique en fait. De même, les icônes sont fournies, on peut trouver une bibliothèque qui va jusqu'à 500 icônes, je crois. Donc, c'est-à-dire toutes les icônes qu'on a l'habitude de retrouver dans une application mobile, aussi bien des flèches, des croix, des plus, des moins, voire même des liens HTML5, SAS, les différents petites émoticônes qu'on peut trouver aussi parfois. Donc là, vous avez en fait des icônes classiques, et vous retrouvez après des icônes un peu plus stylées par système d'exploitation, donc Android et iOS. Donc c'est vrai que ça nous fait gagner quand même beaucoup de temps. On n'a pas à rechercher des icônes, parce que les icônes qu'on a plus l'habitude d'utiliser, on les trouvera sûrement dans Unicons. Au pire, essayez de dessiner les vôtres. Vous avez déjà essayé de dessiner les vôtres? C'est pas beau, hein? Donc, comme je vous disais, on peut aussi créer nos propres splash screens. Je me suis amusée à le faire. Ça donne ce que ça donne, hein. Excusez-moi, je suis pas... J'essaye, hein, je fais des tests. Donc voilà, on a la chance, Ionic nous fournit des templates Photoshop
avec des lignes de guide pour nous dire, bah voilà, votre image centrale doit faire telle taille, après vous avez telle ou telle taille maximum. Donc vous avez vos guides, et puis comme ça, vous pouvez vous amuser à faire vos propres splash screens, vos propres icônes. Et comme ça, vous avez une application pro. Vous ne faites plus amateur, vous arrivez, voilà, bah, mon application, je vais ensuite la déployer sur les stores, et puis bah, elle aura un écran de démarrage, elle n'aura pas un écran vide, je vais définir combien de temps ça va durer, je vais pouvoir tout définir. C'est vraiment un rendu... Et en plus, je vais la retrouver dans le menu d'application. Elle va avoir sa propre icône, c'est pas... voilà. Et donc, vraiment, le corps, une fois qu'on a toute cette partie-là pour le graphique, évidemment, on va avoir besoin de bibliothèques pour accéder à tout ce qui est matériel. Et donc, pour ça, l'équipe Ionic, en fait, entretient un autre projet qui s'appelle NG Cordova, qui est tout simplement un portage des librairies Cordova dans des directives Angular. Et là, on va avoir accès à énormément de choses. On vous en a listé quelques-unes, je dirais parmi les basiques. Donc vous voyez, il y a tout ce qui est, on a accès au système de fichiers, on va pouvoir jouer des médias, on va avoir accès à la caméra évidemment. Si on est sur de l'iOS, on va avoir accès au Touch ID ou au Health Kit. Évidemment, tous les trucs de base, le network, la batterie, la géoloc, tout ça, c'est déjà prêt. Et donc, il y en a plus de 70. Donc, globalement, vous pouvez faire quasiment tout, niveau matériel. Alors, maintenant, on va voir comment on lance notre projet. Puisque vous l'avez vu, on démarre super rapidement niveau code. Bon alors, j'ai triché un peu pour gagner du temps. Donc derrière, c'est écrit un peu petit, mais j'ai déjà mon serveur qui tourne. Je l'ai fait en plus en version lab, ça permet d'avoir en fait un rendu dans une interface web, mais avec une surcouche Android et iOS. Donc typiquement, ça va donner ça. Excusez-moi. Si tu mets ton navigateur en plus grand peut-être. Ouais. Voilà, donc le mode serve. Ionic Serve, tout simplement, il va vous lancer votre application dans le navigateur. Il va émuler. Alors, évidemment, il y a des limitations. Vous ne pouvez pas émuler tout ce qui est matériel. Je veux dire, la caméra, il ne saura pas l'émuler, la géoloc, tout ça. Et donc, il va vous montrer tout de suite le résultat. Bon, c'est un petit peu pâle, effectivement, au niveau des noms d'OS, mais il va vous montrer le résultat pour iOS et Android, et vous allez pouvoir tester. Et donc, ce qui est pratique, comme j'ai activé la partie debug de Chrome, je peux voir mettre des points d'arrêt, voir ce qui se passe, vérifier vraiment les endroits où ça pourrait coincer dans le code, voire même jouer un peu avec les modifications de CSS avant de l'implémenter réellement. Donc en gros, vous avez quand même votre application mobile, le rendu que ça va avoir dans un écran mobile. Et on peut voir quand même, à part le titre sur Android qui est mis à gauche et l'autre qui est centré, à part ça, c'est les spécificités en fait de l'OS. Mais sinon, on a le même rendu. Et on n'a pas eu à faire plusieurs développements pour avoir ça. Et on peut jouer avec. Et en plus, ça marche. Voilà. Vous pouvez tester que vous avez vraiment le comportement attendu et que vous l'avez en l'occurrence... des deux côtés. Donc c'est vraiment très pratique de pouvoir débugger l'appli, parce que c'est un peu le problème souvent des applis mobiles. Encore plus... J'ai envie de dire que c'est le problème de toutes les applis JavaScript, sans vouloir bâcher. Exactement. En fait, on retrouve les problématiques du JavaScript que l'on peut débugger via le débugger de Chrome. Donc, comme on vous l'a dit, voilà, ça c'est super pratique dans un premier temps, notamment si vous voulez construire vos vues HTML tout simplement, faire vos petits tests CSS, etc. Mais par exemple, moi j'utilise du Hot ou des choses comme ça, et donc là on va avoir besoin de tester sur le device. Et donc pour ça, on va utiliser l'option Run, qu'on peut utiliser, donc soit vous avez plusieurs options, vous pouvez utiliser un émulateur, Genymotion ou autre, ce que vous préférez. Vous pouvez également brancher votre propre matériel. Et le truc vraiment, vraiment intéressant, c'est que vous pouvez le mettre en live reload. Et donc en live reload, toutes les modifications que vous apportez dans votre code vont être automatiquement rechargées. Donc c'est quand même assez sympa. Et vous pouvez avoir les logs de la console aussi, directement dans votre terminal. Donc, quand vous écrivez un console log dans votre JavaScript, si vous mettez l'option -c, quand vous allez lancer votre émulateur ou votre
votre application en mode connecté sur votre poste, vous verrez les logs qui vont s'afficher vraiment dans votre terminal, ce qui est vraiment gain de temps. Alors, évidemment, une fois que c'est déployé, là vous vous dites, mais bon, je peux vraiment avoir accès à tout, parce que si je vais aller inspecter, par exemple, que telle ressource a bien été appelée, que j'ai pas eu une 404, mais que j'ai bien eu la 200 que j'attendais, etc., comment je fais? Alors là, il y a un outil génial. Je pense que vous connaissez tous le Chrome Inspector, si vous faites du web. Ben, on a la même chose, mais pour les plateformes mobiles. Alors, je sais que Firefox, là, a priori, c'est quand même assez galère. Et puis bon, enfin, Firefox, il était un petit peu plus rapide, je m'en servirais peut-être plus souvent. Donc, j'ai pas essayé. Je sais que Safari, là aussi. Oui, en fait, on a tendance à bâcher Safari, qui est un navigateur, c'est le nouveau IE6. chez les web développeurs. Mais en fait, non, Safari a fait aussi des gros progrès et on peut aussi faire de l'inspection. Moi, je sais que je joue pas mal avec l'inspection de mon simulateur quand je lance dans Xcode. J'inspecte ce qui va se passer dedans. Je peux même m'amuser à aller modifier le CSS pour voir ce que ça donne. J'ai réussi à faire un petit peu de pas à pas, mais j'ai pas poussé plus loin parce qu'il fallait que j'avance sur ce que je devais faire. Donc voilà, mais voilà, Safari commence à faire des choses aussi au niveau du debug d'applications iOS. Donc je pense que ça augure de bonnes choses. Et je crois qu'en plus ça, c'est arrivé avec la dernière livraison de iOS 9, ouais, mais qui a cassé d'autres choses. Donc on peut pas tout avoir. Voilà. En tout cas, la version Chrome fonctionne très très bien. Vous allez vraiment avoir accès aux mêmes outils que quand vous êtes sur un développement web classique, et ça va être un gain de temps monumental. Et pour ceux qui ont la version 5 d'Android sur leur téléphone, en plus quand vous faites le Chrome Inspector sur vos mobiles, vous allez avoir l'écran qui va s'afficher, vraiment, vous aurez le dessin de l'écran tel que vous l'avez sur votre téléphone, et l'autre fois, moi, ça m'a bluffé quand j'ai vu ça. Petite démo ? Parce que quand même, c'est bien gentil de leur vendre du vent et tout, mais peut-être falloir leur montrer que c'est pas que du vent, justement. Donc on va vous montrer un petit peu rapidement comment on peut modifier des composants, modifier un peu de CSS et avoir un résultat très très rapide qu'on va pouvoir visualiser grâce à notre Ionic Serve. Bon alors, donc là, j'ai déjà encore perdu mon plein écran. Tu veux que je tienne le micro ? Donc ici, vous voyez, on avait ouvert le menu. Bon, on va commencer à aller dedans. Hop, on a une petite liste qui s'est affichée. On peut faire des recherches. Alors un petit mot rapide, on a repris l'application d'un ami à nous, Horacio. Horacio, es-tu là? Je ne te vois pas. Il n'est pas là. Ouais. On va le disputer. Ouais, donc Horacio a fait des super tutos en fait Angular et Polymer avec des applications que Polymer Beers et Angular Beers, et on aimait bien l'idée, on trouvait que c'était assez sympa. Donc on l'a repris pour faire Ionic Beers. Donc c'est une liste de bières et vous avez des informations dessus, vous pouvez les trier, des choses comme ça. Donc là, vous voyez, donc la fonction de recherche est implémentée, ça fonctionne tout seul. Et donc, ce qu'on disait, on a la modale, magnifique modale, elle est chouette. Hein, ouais, mais attends, là, tu te fiches de moi, c'est pas le même bleu sur le menu et la modale. Oh là là. C'est développeur. Voilà. Tu vas modifier ça? Ouais, tout de suite. Cool. Alors, donc ma modale, elle est, hop, ici. Non, c'était pas celle-là. Ah si, c'est là. Voilà, donc j'avais mis, en fait, elle est bleue parce que j'ai mis barre positive, l'autre c'est une barre calme, donc je mets barre calme. Hop, voilà, hop, on revient ici. Et non, hop, voilà. Donc si je reviens sur ma modale, tiens, je vais prendre ici pour rigoler, hop, pour montrer que c'est la même chose. Hein. Bah oui. Et voilà, hey, c'est beau, hein. Ça, voilà, c'est 2 secondes. C'est vrai qu'on se la pète un peu, mais... Mais vraiment, vous allez... C'est vraiment un gain de temps. Donc il y a beaucoup de choses. C'est à partir du moment où vous pouvez aussi vous amuser à modifier les classes CSS. Bon là, j'en ai une jolie avec mon titre qui est bleu, navy blue, je sais plus, non, KD blue. Je me suis amusée, hein, je ne savais pas quoi faire cette nuit. Allez, on va mettre quoi? On va mettre blue tout seul. Hop, voilà, hop, c'est pareil. Et là, ce que vous voyez derrière, hop, je vous le montre ici un petit peu en vert, là. Bah, ça se recharge à la volée. C'est pareil, les CSS, vous les modifiez, vous n'avez pas besoin de redémarrer votre serveur, tout se charge à la volée. Modification de JavaScript, ça se recharge aussi à la volée. Donc, vous voyez, bah, voilà, mon titre est bleu. Voilà. Et si on veut changer un bouton, par exemple ouais, si tu as le code du bouton là, pour faire ici. Là. Ouais, par exemple, ce serait pas mal. Ok, alors on revient. La modale, là. C'est un nom de bouton Close Circle. C'est un truc comme ça, ouais. On utilise quand même beaucoup la doc, hein, parce que... Il y a énormément de composants, donc vous allez beaucoup vous y référer, mais elle est vraiment
plutôt complète et plutôt à jour. Donc c'est pas... Non. Bon, bah, je me suis trompée de nom. Ah, voilà. Désolée. L'effet démo. Voilà, bah oui, si on vous le fait pas quand même, ça compte pas après. Ouais, c'est peut-être un Ion Circle du coup. Non. Bon, c'est pas Je veux grave. pas. Ça fait rien. On va passer à la suite. Je sais plus. Voilà. Voilà. C'était l'effet démo, hein. Vous avez de la chance déjà, l'écran a fonctionné aussi. On repart sur la presse. Oui, attends, faut que je la retrouve. Excusez-moi, hein, je débute. Voilà, bon allez. Alors, ce qui va être intéressant, donc vous l'avez vu, au niveau graphique, on va pouvoir aller vite. Au niveau matériel, on a déjà tout ce qu'il faut. Mais l'idée d'Ionic, c'est de ne pas s'arrêter là. Donc pour ça, ils sont partis sur un concept de plateforme. Donc ce qu'ils appellent Ionic Platform, c'est un site web sur lequel vous allez pouvoir, vous allez vous créer un compte et vous allez pouvoir pusher vos applis dessus. Donc là par exemple c'est mon compte où on voit l'application Ionic Beer, ce qu'on vient de vous démontrer, et vous allez avoir accès à d'autres services via cette plateforme. Alors un premier truc qui est assez intéressant, c'est que ça fonctionne avec une autre application qui est disponible pour iOS et Android qui s'appelle Ionic View. Cette application que vous voyez sur la droite, ça va vous permettre que toute personne qui a cette application d'installer peut télécharger et installer votre application. Donc vous la partagez avec, vous donnez son email, il reçoit une invitation, il l'installe. Et donc, typiquement, pour tester avec, par exemple, vous avez défini un groupe d'utilisateurs bêta. Je pense qu'on en est tous un peu là quand on fait notre première appli mobile. Vous allez pouvoir leur partager l'application de cette manière-là, et eux vont pouvoir vous la tester dans la vraie vie, sur des vrais devices, en faisant des trucs bizarres que vous n'avez jamais testés. Franchement, vous n'aviez pas idée de passer par là. Donc ça, c'est assez intéressant. Et notamment, il y a un service qui vient avec ça, qui est le service user. C'est que vous allez pouvoir récupérer des informations sur vos utilisateurs, quelle plateforme ils utilisent, quelle version du build ils ont, des choses comme ça. De la même façon, Ionic a développé en version alpha le push. Alors, c'est... Donc, le push, c'est super important parce que ça vous permet de prévenir les utilisateurs et de les engager même quand ils ne sont pas sur l'utilisation. S'il y a quelque chose à faire, au moins avec ça, ils voient ce qu'ils ont à faire. Voilà, donc vous êtes tous, je pense, familiers de ce système de notification qu'on reçoit tout le temps, parfois même un petit peu trop. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de le faire par vous-même, c'est un petit peu galère, c'est-à-dire que si on veut faire des notifs sur iOS, il faut passer par ce qu'ils appellent le service APNS. Si on veut faire des services sur Android, des push sur Android, il faut passer par le service GCM. Bon, voilà, l'idée c'était l'idée d'Ionic, c'était d'apporter quelque chose de beaucoup plus simple. Donc ça commence par une API simplifiée et un espèce, ce qu'ils appellent la push API, un middleman entre justement ces services-là et vous. Et ça va vous permettre, que ce soit depuis votre serveur, que ce soit depuis votre command line interface, donc là c'est super facile, c'est un curl quoi, ou que ce soit depuis le dashboard qu'on a vu, d'envoyer des notifications à des users. Et encore plus intéressant, c'est que vous pouvez définir des groupes de users. Donc vous pouvez faire des notifications qui sont targetées finalement. Alors, juste attention, parce que c'est une alpha, donc c'est pas forcément recommandé en prod. La dernière fois que j'ai essayé, c'était au mois de juillet, c'était pas du tout concluant, hein, donc je vais remettre ça bientôt, je vous dirai ce qu'il en est. Et surtout, il y a un pricing à venir. Hein. Pour le moment, c'est gratuit parce que c'est en alpha, mais ça ne le sera pas toujours. De la même façon, il y a Ionic Analytics qui a été créé. Et c'est un outil vraiment très intéressant pour avoir un peu connaître le comportement de vos utilisateurs et le taux de rétention. Parce que souvent, ce qu'on trouve sur les stores, c'est on a un taux d'utilisateurs qui achètent ou téléchargent votre application, mais après, on ne sait pas ce qu'ils en font. On ne sait pas s'ils la gardent, on ne sait pas s'ils restent dessus, ou s'ils l'ont supprimée. Donc ça nous permet de définir des métriques. Ou s'ils la gardent et qu'ils n'y vont pas, ça arrive aussi. Voilà, aussi, qu'ils la gardent mais qu'ils n'en font rien. Donc l'avantage en plus que fournit Analytics,
c'est que vous avez des events préenregistrés, c'est-à-dire vous savez quand est-ce qu'il la lance, quand est-ce qu'il tape dessus, quand est-ce qu'il change d'état. Donc vous pouvez aussi définir vos propres events pour savoir, si vous voulez savoir le nombre de fois où ils l'ont lancé dans la journée, enfin bon, tout ce qui pourrait vous passer par la tête pour reconnaître le taux de rétention et d'utilisation de votre application, voire même le comportement de vos utilisateurs. Par exemple, des écrans sur lesquels ils ne vont jamais. Ça voudrait dire qu'il y a quelque chose sur laquelle vous n'avez pas très bien réfléchi, ou vous n'avez pas bien analysé le problème, ou alors que ce n'est pas clair. Voilà, ou un écran qui ne serait pas intuitif, que vous avez pensé d'une certaine façon, mais au final, dans votre tête, c'était très clair. Dans celle des utilisateurs, nettement moins. Donc ça vous permet un petit peu de voir comment ils naviguent et de vous dire « Ah ouais, non, là, en fait, ça va pas du tout, quoi. Mon bouton n'est pas au bon endroit, ou ça, c'est pas assez explicite, etc. » De la même façon que pour Push, pour l'instant c'est de l'alpha, donc pour la prod c'est pas recommandé quand même, parce que récupérer des choses comme c'est de l'alpha, voilà. Et ça bouge beaucoup en fait aussi, donc voilà, c'est vraiment, pour l'instant ils sont en train de faire des choses, ils attendent quand même beaucoup de retours des utilisateurs avant de voir s'ils poussent définitivement ou pas. Alors ensuite, Ionic Deploy, c'est super sympa, finalement c'est de l'intégration continue. Alors, il faut savoir qu'Ionic arrive avec ce qu'on appelle des deploy channels, donc des canaux de déploiement. Il y en a 3 par défaut. Il y a prod, staging et dev. Vous pouvez en rajouter. Bon, évidemment, pour le moment c'est alpha, c'est gratuit, vous pouvez en mettre autant que vous voulez, c'est la fête. Et donc, deploy en fait va nous permettre de déployer rapidement. Alors, soit déployer une nouvelle version, soit rollbacker sur une ancienne si jamais il y a un problème. Tant qu'il n'y a pas de modification de binaire, c'est faisable et vous allez pouvoir le faire sur un channel en particulier. Donc, je pense que vous imaginez tous, évidemment, l'application concrète, c'est je suis en dev, je viens de sortir une nouvelle fonctionnalité, je veux la pusher à mes testeurs, mes bêta-testeurs. Directement, je prends le canal dev et je mets à jour. Là encore, pas recommandé en prod. De la même façon, quand vous faites une application mobile, beaucoup, malgré tout, sont sous Linux ou Windows. Tout le monde n'a pas forcément un Mac, parce que pour ceux qui ne le savent pas encore, pour faire de l'iOS, il faut un Mac. C'est pour ça que Ionic a sorti Ionic Package, qui va en fait vous permettre de pouvoir générer vos livrables, vos APK et vos IPA, sans dépendre du système d'exploitation ou d'un compilateur installé sur votre machine, ce qui peut être des gains de temps et des gains d'argent si vous n'avez pas le temps de vous acheter un Mac. Alors là, c'est ultra méga frais. Donc là, c'est même pas que c'est pas conseillé en prod, c'est qu'on vous dit carrément, parce que je crois qu'ils l'ont livré le mois dernier, quelque chose comme ça. Il y a 2 semaines. Voilà, donc encore moins. C'est le mois dernier, hein. Ouais, enfin bon. Et donc là, ils vous mettent carrément, on attend vos retours. Ça bouge au jour le jour, on casse des trucs, donc donnez-nous votre feedback. Donc voilà, ça va vraiment être une fonctionnalité hyper intéressante, mais pour le moment, prudence. Et alors après, bon, on vous l'a mis parce que ça peut éventuellement être sympa. Ils ont lancé cet été ce qu'ils appellent le market. Alors le market, tout simplement, pour le moment, il est décomposé autour ce qu'ils appellent les starters, les plugins et les thèmes. Donc les starters, c'est un petit peu des templates supplémentaires. C'est un peu ça, voilà. C'est un petit peu les templates. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'utilisateurs qui s'amusaient à faire des templates custom. Du coup, parfois, ça brouillait un peu le message parce que, par exemple, sur Push, il y avait des templates qu'on trouvait plus facilement que leur truc original. Donc je crois qu'ils ont voulu regrouper du coup pour plus de lisibilité. Donc vous pouvez partager vos propres templates si vous avez fait un truc un peu tricky et que vous avez envie d'aider les petits copains. La partie plugin, ça va plus être orienté composant. Donc par exemple, si vous voulez avoir une galerie d'images mais que vous n'avez pas trop envie de réfléchir à comment faire, si vous voulez faire une timeline, des choses comme ça. La partie thème, bon voilà, je pense que c'est clair pour tout le monde, hein. Y a des gens qui sont beaucoup plus doués en design que d'autres et je les en remercie. Maintenant, juste un bémol. Tout n'est pas gratuit dessus, hein. Et donc il y a des choses gratuites. J'ai vu des choses à des prix assez rigolos. 250 $. Voilà. Tu l'as vu celui-là? On vous laisse juge, hein, c'est à vous de voir si vous pensez que vous en avez besoin.
Non, en fait, c'est surtout dans les thèmes, j'ai vu de tout. J'ai vu du thème façon, c'était quoi, Tinder. Oui, à Tinder, Facebook, gros succès. WordPress. Alors ceux-là, ils sont dédiés, pareil, tu as un starter aussi pour faire du WordPress dans un mobile. Et du Tinder. Il y a un starter Tinder aussi. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de développeurs finalement, et j'en vois de plus en plus, qui soumettent leur starter, leur plugin et leur thème. Après, il y en a qui pensent se rémunérer là-dessus. Je ne sais pas si c'est vraiment l'intérêt, parce que vu quand même ça s'appuie sur du système, c'est de l'open source quand même. Donc il y a des choses, je veux bien qu'on... Voilà, il faut être payé, mais bon, il y a des choses... c'est quand même, ou même le plugin Firebase, je crois que c'est ressaucé de ce qu'on voit sur des tutos. Donc, voilà, parce que vous avez quand même aussi beaucoup de tutos à côté. Hein, donc faire payer un plugin Firebase alors que c'est reprise du tuto, voilà. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Alors, maintenant, donc, on vous l'a dit, on l'utilise nous toutes les deux dans la vraie vie. Et donc c'était bien gentil de vous faire une présentation et de vous dire que tout va bien dans le meilleur des mondes, que tout est beau, que votre vie sera facile et merveilleuse. Mais on va vous dire la vérité. Donc dans la vraie vie, moi je travaille sur GeoCaps. Donc GeoCaps, c'est un réseau social géolocalisé. Donc évidemment, j'ai besoin d'un certain nombre de choses. Je fournis à mes utilisateurs en fait une identification par hôte. J'utilise la géoloc, normal. J'ai besoin de pouvoir envoyer des images, donc j'utilise la caméra, je fais du file transfert. J'ai besoin de m'assurer que j'ai du réseau. Donc des cas de la vraie vie. Hein. Donc moi, comme je vous le disais, je travaille chez Bisensory. En fait, on développe une plateforme d'augmentation de contenu qui est connectée à un objet. Donc nous, on fonctionne par le Bluetooth. Alors pour info, l'objet, c'est un sextoy et le contenu augmenté, c'est de la littérature érotique. Voilà. Ça c'est dit, vous vous sentez mieux, ça va? Ça va, j'ai choqué personne, bon parfait. Alors, donc moi, ce que j'utilise, comme c'est de la littérature, on a des fichiers, des livres. Donc j'utilise la fonction file de Cordova. On fait aussi de l'audio, du livre audio, donc j'utilise Media. Et pour pouvoir envoyer tout ça vers le sextoy, on passe par le Bluetooth. Donc j'utilise à la fois la bibliothèque Bluetooth de Cordova, plus une bibliothèque JavaScript BLE. Est-ce qu'on fait du Bluetooth Low Energy quand même? Bon, on va commencer par ce qui va bien, quand même. On va être positif. Alors, je dirais que les trois gros points forts, c'est que d'abord, on va se reposer sur Cordova et Angular, qui sont des produits populaires, éprouvés. Donc ça veut dire que derrière, on a quand même deux grosses communautés en support. Parce que finalement, la plupart du temps, les problèmes que vous allez rencontrer ne sont pas forcément des problèmes ioniques purs. Ça peut juste être un problème Angular d'architecture ou bien un problème Cordova matériel. Donc ça, c'est déjà assez sympa. Vous ne passez pas un temps fou forcément à chercher les infos. Vous allez monter en compétences très très rapidement parce que, en tout cas c'est l'expérience que moi, développeur back-end qui déteste le front, j'ai eu, c'est que Angular ça m'a paru simple et j'ai compris. Moi qui voulais plus faire de JavaScript. Donc c'est un avantage certain quand il faut que vous livriez quelque chose rapidement. Et puis évidemment vous êtes sur les standards HTML. Par contre, pour pouvoir démarrer la première fois, surtout si vous n'aviez pas fait un gros back-end web, Cordova, Angular, Ionic, pour avoir tout ça, il faut Node, il faut iOS, il faut Android, il faut Java pour compiler pour faire de l'Android, il faut Xcode pour faire de l'iOS. Il faut Bower, Enfin bon, il y a quand même beaucoup d'outils installés. Mais bon, si vous êtes un développeur web, vous devenez développeur mobile parce que vous avez déjà tout ça. Par contre, si vous êtes vraiment joueur et que vous êtes sous Linux, vous allez vous marrer. Pour vous dire, donc la procédure d'install, elle est quand même, elle est sympa. Hein, prévoyez quand même 2-3 heures devant vous. Et sous Linux, ça se passe tellement bien qu'il y a un mec qui a carrément fait un script. Alors, je ne vous le conseille pas si vous êtes développeur back-end, parce qu'en fait, il ne va pas s'occuper de si vous avez déjà Java d'installer ou quoi ou qu'est-ce, il va retélécharger en brut, machin, etc. Mais vu qu'il y a un moment de l'histoire, il faut aller bidouiller et aller rechercher des librairies qui ne sont pas les bonnes par défaut, machin, etc. C'est pas mal d'avoir ce script-là sous la main, sinon vous pouvez y passer un certain temps. Et attention aussi à vos variables d'environnement, qui sont à positionner à la main, parce que
En plus, il y a quelques subtilités. Si vous êtes sur Windows, il faut le faire au niveau système et pas au niveau utilisateur. J'ai fait le test pour vous et je m'en suis mordu les doigts. Rien ne marchait, je ne comprenais pas pourquoi. Et donc, Java, Android, il faut absolument les variables d'environnement. L'avantage iOS, c'est quand même ça qui est bien avec Apple, c'est simple. Alors, ensuite, donc, de manière plus générale sur le framework en lui-même, je vous l'ai dit et redit, la doc, elle est vraiment complète. Vraiment, vraiment, vraiment complète. Que ça soit la doc Ionic en elle-même ou la doc NG Cordova. Ouais, mais elle n'est pas toujours à jour. Voilà. Alors, surtout pour NG Cordova, là, si vous voulez vraiment rigoler, vous ne prenez jamais la doc officielle, vous allez sur le GitHub. Parce qu'en fait, la doc officielle répertorie plutôt bien tous les... Comment dire? En fait, la doc de NG Cordova, ils ne se sont pas embêtés, ils ont recopié la doc de Cordova. Voilà. Mais pas la partie directive de NG Cordova. Donc le mieux pour vous, c'est d'aller sur le GitHub, qui lui est maintenu et à jour. Parce que typiquement, ce qui va vous arriver, c'est que vous allez, vous allez aller sur la doc NG Cordova, vous allez chercher le plugin qui vous intéresse, vous allez vouloir l'ajouter en ligne de commande, puis ok, vous l'ajoutez, ça se passe bien, mais vous essayez d'utiliser le truc, ça marche pas. Bah oui, parce que vous êtes en version 0.3.9 et qu'en fait, la dernière version, c'est la 1.2.6. Donc vous allez sur le GitHub, parce qu'en général, entre deux, ils se sont amusés à changer les noms des packages Sandbower, évidemment, mais ils ne l'ont pas mis sur la doc. Voilà, donc vraiment, le réflexe, c'est GitHub. Ensuite, donc on vous l'a dit, il y a beaucoup de directives Angular qui ont été intégrées. Ça, c'est super bien. Mais elles ne sont pas finalisées. Donc, ce qui peut être gênant. Typiquement, nous, on utilise le BLE Start, mais pour démarrer les notifications du Bluetooth, mais on ne peut pas utiliser le stop parce qu'elle n'est pas encore implémentée. Ça peut être assez gênant, parce que si on vide la batterie, on va être mal. Voilà. Il y a des livraisons très régulières, donc en fait l'équipe d'Ionic fait vraiment attention à rester à jour par rapport aux versions d'Angular, à intégrer le plus rapidement possible la dernière version d'Angular. Mais malheureusement, il y a des bugs qui sont ouverts depuis plusieurs mois. Donc, pour vous donner un exemple très concret, NGShow, NGHide, je pense que si vous faites du Angular, vous la connaissez bien. Elle est pratique celle-là, hein, pour afficher ou cacher des choses selon une condition. Ouais, bah, celle-là en Ionic, elle est buggée depuis 6 mois. Ça n'a pas l'air de les préoccuper plus que ça. Hein, donc, bon, c'est pas grave si c'est une modale, et puis tu fais chaud, tu fais hide, et puis voilà. Voilà, par exemple. Bon, sinon, un grand conseil, franchement, comme on vous disait, des tutoriaux, il y en a plein. Des personnes qui font des mises à jour, qui font des tests, qui partagent, il y en a plein. Donc, Google va être votre meilleur ami pour longtemps. Voilà, surtout pour, tout ce qui est doc aussi, vous allez trouver beaucoup de choses. Donc, il faut vraiment penser, avoir le réflexe Google parce que... Et alors, il y a 2 trucs sympas. Il y a le forum Ionic où il y a pas mal de choses qui sont postées quand même. Bon, parfois, vous retrouvez les mêmes que sur Stack Overflow, mais ça vaut le coup d'aller vérifier quand même parce que là, pour le coup, c'est vraiment centré à Ionic. Et il y a un forum. Et le forum, vous pouvez... il est sur Slack et vous pouvez interagir avec l'équipe. Bon, évidemment, le seul problème qu'on a, c'est que nous avons un léger décalage horaire. Donc, il vaudrait mieux pas que votre question arrive à 9h du matin. Hein, je ne vous le cache pas. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va en prod avec ou pas? Bon, hein, tu te lances, toi? Bah alors, voilà, si on essaye de rester objectif. Donc là, on est sur la version 1.0. Elle est toujours en bêta à l'heure actuelle. 1.1, c'est vrai, oui, pardon. On a une toute nouvelle 1.1. Elle est toujours en bêta. On vous l'a dit et on a insisté dessus parce que, voilà, concrètement, ça va vraiment être la surprise. C'est quid du pricing, quoi. Qu'est-ce qui va nous tomber dessus niveau pricing? Est-ce que ça sera toujours aussi intéressant d'utiliser Ionic? Maintenant... nous, on y va. Nous, on y va, ouais. On y va parce que voilà, on a quand même fait beaucoup de choses. On arrive à faire des choses rapidement, qui ont du style, qui ressemblent à des trucs de pro. Voilà, donc en fait ça nous a permis l'une comme l'autre d'avoir rapidement un prototype pour nos startups respectives. Donc on va dire qu'on va surveiller l'évolution sur la durée, mais qu'en tout cas pour le moment on est vraiment content de ce choix. Bon, bien sûr on va voir si... mais on reste quand même à suivre toujours tout ce qui se passe. Hein. Et donc justement, qu'est-ce qui arrive ? Alors, vous le savez, hein, vous n'avez pas pu passer à côté, Angular 2 arrive. Donc évidemment Ionic 2 arrive, il est déjà arrivé en fait, sorti le 20 octobre, ils l'ont annoncé en même temps que la conf Angular. Donc là on repasse en alpha, hein. Vous avez l'habitude maintenant.
Alors, qu'est-ce qu'on va nous amener? Donc on a une navigation améliorée, c'est-à-dire qu'en fait, on ne va plus être obligé de passer directement par des URL. Typiquement, l'exemple qu'on prend le plus souvent, c'est le modal, on prend le template URL. Et on fait ça un petit peu pour tous les composants. Donc voilà, ce système-là va être réellement simplifié. On va avoir plus de fonctionnalités natives, parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on va chercher encore pas mal de plugins externes, donc niveau matériel, mais ça peut aussi être purement graphique, simplement pour des questions de présentation. Et donc, ce qu'on nous a promis, mais pour le moment, on ne nous en dit pas beaucoup plus, c'est qu'on passera beaucoup moins de temps à faire ça. Ensuite, on va avoir des nouveaux systèmes de theming, c'est-à-dire qu'on va éviter d'avoir notre application Ionic, toutes nos applications Ionic, iOS, Android qui se ressemblent. Donc on va pouvoir aller plus tuner ça. On va vraiment pouvoir avoir quelque chose de plus fin, on va pouvoir mieux maîtriser nos CSS. Malgré tout, pour ceux qui ne sont pas fans, mais ils vont quand même y trouver un plaisir parce que ça sera quand même assez intuitif. Et ensuite, la dernière chose promise, mais ça sera surtout pour Android, c'est le material design. Parce que je ne sais pas si vous avez testé, si quelqu'un a déjà testé Ionic, il y a plusieurs bibliothèques matérielles qui ont été faites. Ionic Material, Material Ionic. Je les ai testés et franchement, j'étais assez déçu du résultat parce que ça ne donnait pas l'effet que peut donner le material design sur un site web. Donc là, ils nous promettent pour Android d'avoir vraiment du vrai material design bien implémenté. Et pour continuer, on vous a mis un petit peu nos liens incontournables. Donc les liens à gauche sont les blogs de référence, vraiment sur des gens qui ne sont pas forcément des gens de l'équipe Ionic. Nick Raboy, par exemple, travaille chez Couchbase, mais c'est les mecs qui bougent, enfin les mecs et deux filles, dont une ici, qui bougent le plus sur le sujet, et c'est vraiment les meilleures sources en fait en termes de qualité de code. Et sinon, à droite, vous trouvez les liens Twitter. Les deux premiers sont en fait les créateurs de Ionic. Et ensuite, Ionic Framework et Ionitron qui vous permettent de suivre un peu l'actualité des livraisons d'Ionic. Voilà, et Ionitron, il vous informe sur le statut en gros, il vous dit « Ah, il y a une nouvelle alpha ». Voilà.